En manchette aujourd'hui, nouveaux assouplissements au Québec à partir du 15 novembre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 novembre. On débute tout d'abord par cette conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé. En effet, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui, sur l'heure du midi, plusieurs assouplissements des mesures sanitaires. On écoute un extrait de cette conférence de presse qui devrait faire plaisir à bien du monde. La santé publique a donné son feu vert pour qu'on puisse avoir de nouveaux assouplissements, des accomplissements aussi, les deux. Mais en fait, ce que j'aimerais préciser, c'est que les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui ne sont qu'effectifs le 15 novembre. Puis je le répète parce qu'on veut donner de la visibilité, mais en même temps, on a remarqué souvent lorsqu'on faisait des assouplissements comme ça que les gens les prenaient pour acquis, puis c'était le lendemain qu'on commençait à s'en servir. Puis la raison pour laquelle je veux faire cette précision-là, c'est qu'on n'a pas eu encore l'impact des assouplissements qui ont pris effet hier. On parle de ce qui est arrivé, le nombre de personnes dans les restaurants. Donc, il faut être très prudent que les assouplissements qu'on annonce, on respecte leur date d'application. Du côté des restaurants, je vais commencer par les restaurants et les bars, puis je vais y aller rapidement parce que je vous dirais en termes de résumé là, pour les gens ici là, de la tribune de presse, mais aussi pour les Québécois qui nous écoutent, de ne pas hésiter à aller voir québec.ca parce que nos gens de communication ont fait non seulement un bon résumé des changements qu'on annonce aujourd'hui, mais on fait une mise à jour de toutes les mesures qui sont applicables à compter du 15. Donc, on va avoir un bon résumé dans ce tableau-là de ce qu'on peut faire maintenant, le nombre de personnes dans un restaurant, le nombre de personnes dans un rassemblement privé, parce qu'il y a eu beaucoup de changements des mesures, fait qu'on a demandé que le tableau qui tienne compte des changements qu'on annonce aujourd'hui, puis je vais y aller en rafale. Du côté des restaurants et des bars, depuis cette semaine, je l'ai dit, il y a eu des changements, mais à compter du 15 novembre, il va être possible de danser. On a eu des demandes spécifiques, alors les gens vont pouvoir danser et les clients ne seront plus obligés de demeurer assis à table. Par contre, vous allez le voir, à chaque fois dans le tableau, on montre si le port du masque est obligatoire et dans ce cas-là, oui, on peut se lever, on peut danser, mais on doit garder le couvre-visage. Je me suis un petit peu étouffé quand j'ai vu la recommandation du Dr Arruda sur le karaoké. Alors oui, maintenant le karaoké va être maintenant possible. Par contre, le chanteur doit être à 2 mètres de la foule ou porter un masque et se placer derrière une barrière physique, là, un peu comme on voit ici. Alors, mais je suis très content pour le karaoké, dans le fond. Alors, ces nouvelles règles s'appliquent aussi aux casinos et aux maisons de jeu. Puis, je veux par contre préciser, et je le répète, que le masque et le passeport vaccinal demeurent obligatoires dans ces endroits-là. Les rassemblements publics, par opposition aux rassemblements privés, dans les rassemblements publics, les personnes pourront rester debout sans avoir de place assignée et pourront également danser. Par exemple, les congrès, les conférences, les spectacles, les festivals et les événements. Pour les événements où le passeport vaccinal sera demandé, il n'y aura pas de limite de capacité et le masque, en fait, demeure obligatoire. Très important, nos sports hivernaux extérieurs. Beaucoup de demandes des jeunes, des parents. Maintenant, pour les sports qui sont hivernaux extérieurs, qu'on appelle à accès libre, comme le hockey, la glissade, le ski de fond, le passeport vaccinal n'est pas exigé. Par contre, les participants devront maintenir une distance de 1 mètre et le couvre-visage devra être porté à l'intérieur, par exemple dans les chalets ou les aires de restauration lorsqu'on fait ce type de sport-là. Puis, bonne nouvelle aussi, pour les sports qui ont un remont-pente, on peut penser au ski entre autres, mais aussi les glissades, le passeport vaccinal sera exigé et le couvre-visage devra être porté dans les télécabines, très important, pour des raisons de commodité. Le foulard ou le cache-cou dans ces cas-là seront acceptés comme couvre-visage.
Pour les activités, ce qu'on appelle dans les sports, qu'on appelle à accès contrôlé, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure pour les activités extérieures, il n'y a plus de limite de participants et le passeport vaccinal est obligatoire. Alors ça, je pense qu'on est très clair là-dessus. Bonne nouvelle pour les gyms aussi, on en a parlé souvent des gyms, la distance de 2 mètres est levée, mais la distance de 2 mètres doit toutefois être respectée si le masque est retiré. Et ça, je pense que c'est, on pourrait l'appeler un accommodement raisonnable qui est assez important dans les gyms. Milieu de travail, ça, on se le faisait demander depuis très, très longtemps. Merci beaucoup, Dr. Arruda, d'avoir trouvé la bonne façon d'amener ça, mais c'est la consigne de privilégier le télétravail prend fin. Ce qui veut dire, c'est que le retour en présentiel est donc possible et ce sera à chaque employeur de déterminer la formule qui leur convient, mais la santé publique lève cette recommandation-là. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent avoir un peu la formule hybride, la combinaison de pouvoir faire du télétravail, mais aussi d'aller au bureau. Une autre annonce, qui est importante, c'est pour les masques dans les écoles secondaires. Bon, la santé publique permet aussi la fin du port du masque en classe dans les écoles secondaires qui sont situées dans les régions où le masque est requis présentement, à l'exception des espaces communs et du transport scolaire. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qu'on fait pour les élèves du secondaire. Le conseil municipal de la ville de Lavaltrie vient d'annoncer l'ouverture officielle d'un parc canin situé sur le terrain du garage municipal, au 275 rue Notre-Dame. Conçu autant pour les petits que les grands chiens, le parc canin de Lavaltrie est accessible dès aujourd'hui et sera ouvert tous les jours entre 6h et 23h. En plus d'offrir 2 enclos distincts, des installations de repos ainsi qu'un abreuvoir sont mis à la disposition des maîtres. On y retrouve aussi un abreuvoir adapté pour la race canine. La réglementation complète pour l'utilisation du parc canin est disponible sur place ainsi que sur le site web de la ville de Lavaltrie. Donc, vous pouvez aller au www.ville.lavaltrie.qc.ca. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 2 novembre, voici donc les anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Pierre Benoît, à Normand Coulombe, à Raymond Perron, à Mario Dubois et à Ginette Champagne. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Simone Racine et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Francine Jolicoeur. Si c'est votre anniversaire, vous, aujourd'hui, chers téléspectateurs, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Nouvelle culturelle maintenant du côté de Repentigny. Le Centre d'art Diane Dufresne présente en primeur l'exposition « Deux cœurs, deux têtes entre rêve et réalité » de Armand Vaillancourt et Alexis Vaillancourt. Le tout débute aujourd'hui et ça se poursuivra jusqu'au 9 janvier prochain.
Voici les commentaires de Chantal Deschamps, mairesse sortante de Repentigny, d'Alexis Vaillancourt, artiste, et de Cassandre Roy, commissaire de cette exposition. On les écoute. Ça représente quoi pour vous, pour la ville de Repentigny, d'avoir cette exposition-là? En plus, je crois que c'est une de vos dernières en tant que mairesse. Oh oui, c'est vraiment la toute dernière. Et dans le fond, comme dit l'adage, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Mais on est très, très honorés. D'ailleurs, l'exposition est en train là, de recevoir les petites touches finales. Et les deux artistes arpentent là, tout autour. Alors, c'est déjà très habité par les Vaillancourt. Et il faut savoir que M. Armand Vaillancourt, dans le fond, a atteint un âge, dans le fond, légendaire. Mais moi, je peux vous dire qu'il est aussi dynamique que ce que j'ai connu de lui il y a maintenant plus de 20 ans. Et il est accompagné, dans le fond, pour une première fois ici à Repentigny par son fils Alexis. Donc, c'est vraiment père et fils. Et donc, une légende vivante et une légende montante, on va dire ça comme ça. Et on a habitué depuis l'ouverture, ça fait maintenant 5 ans, que le Centre d'art Diane Dufresne bat son plein. Puis on a habitué à la fois les Repentignoises et les Repentignois, mais tous les amoureux de la culture et bien sûr des arts multidisciplinaires à visiter le Centre d'art Diane Dufresne parce que c'est toujours des expositions qui touchent les visiteurs et qui montrent le côté tellement humain de l'artiste derrière l'œuvre et en lien aussi avec sa démarche de création. Donc aussi, quand on parle de démocratisation de la culture, bien, c'est une belle occasion, quand on vient au Centre d'art Diane Dufresne, de faire cette expérience-là. Et tout en couleur, je peux vous le dire. Super. Puis pour vous, c'est quoi la suite? En fait, je vous dirais que je suis dans mes dernières journées à la mairie de Repentigny. Et bien, en fait, depuis 24 ans, alors c'est sûr que cette semaine, je sens que l'émotion, elle est presque à fleur de peau. Mais je suis très fière parce que vous savez, quand on a été 24 ans à la tête d'une organisation municipale, ça veut dire 6 mandats complets en politique, tous successifs les uns les autres. Moi, je ne peux pas dire autrement que j'ai été choyée par les citoyens de Repentigny de m'avoir renouvelée comme ça, puis de façon majoritaire, leur confiance. Et moi, je suis persuadée que sans l'appui de mon équipe politique, mais administrative, parce que c'est ça un gouvernement de proximité, c'est-à-dire une municipalité. Une fois qu'on est élu, là, il faut travailler vraiment. On se lève tout le monde, on se retrousse les manches, puis avec l'administration, puis c'est ensemble qu'on réalise les choses, avec bien sûr les citoyens. Alors, moi, j'ai été comme un poisson dans l'eau. Dans ce métier-là, je dirais que c'est le plus beau métier du monde. Il n'y a rien de facile, mais tellement, je dirais que c'est tellement un privilège de servir les citoyens. Alors, pour la suite des choses, bien, j'ai l'intention de reprendre un peu plus le contrôle de mon agenda. Alors, de réapprendre aussi à vivre, dans le fond, plus calmement. Mais c'est sûr que moi, le mot retraite, il faudra que je l'apprivoise. Mais disons que c'est une retraite active. Puis là, je suis en train de rédiger un ouvrage sur la culture de proximité à l'intention du monde municipal. Donc, ça veut dire les gestionnaires, mais aussi les élus et les travailleurs et artistes, travailleurs culturels et les gestionnaires culturels. Alors, on verra pour la suite des choses, mais des petits projets comme ça qui me tiennent à cœur et qui vont me tenir vivante aussi. Alors, c'est une expo, la première fois qu'officiellement mon père Armand et moi, on expose ensemble. Donc, c'était une initiative du Centre d'art ici, puis on a répondu à l'appel. Puis, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le projet. Donc, c'est
de créer une exposition qui est père-fils, mais qui est aussi surtout un lien entre deux générations qui sont assez éloignées, puis une belle occasion de rassembler plusieurs époques ensemble, je dirais. Oui, définitivement. Et l'exposition crée vraiment un dialogue entre des matières utilisées qui sont des matières quotidiennes, évidemment, puis qui sont magnifiées. Donc, c'est vraiment des corpus aussi qui se mettent en dialogue assez facilement puis assez magnifiquement, on pourrait dire, oui. dans l'exposition. Un des matériaux qu'Armand utilise, un peu son matériau fétiche, entre guillemets, si on veut. En fait, dans les années 50, il a développé une technique de moulage avec le styrofoam, qui est une technique de son invention, puis qui a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Qui ramasse, c'est toutes des pièces qui ont été ramassées dans la rue. Puis ses ateliers en sont pleins, fait que c'était comme un clin d'œil à, disons, son espace de travail normal. Puis c'était aussi pour pouvoir bien expliquer, parce que juste devant, on retrouve une œuvre qui est coulée en métal, faite à base de styrofoam. Donc là, on a le produit brut, puis le produit fini à côté. Fait que c'est aussi pour expliquer de façon plus claire là, le procédé. Marianne Marion, native de Saint-Gabriel de Brandon, a publié un tout nouveau roman. Il s'intitule Café Tao. CTRB a rencontré l'auteur. Voici donc un extrait de cette entrevue. Donc, tu as publié un nouveau livre qui s'appelle Café Tao. Donc, pourrais-tu nous en parler un peu? Oui, je vais commencer par vous le montrer. Donc, Café Tao, c'est un roman de littérature adulte qui convient aussi aux jeunes adultes. C'est un roman à deux voix. Donc, c'est deux protagonistes qui s'alternent chapitre après chapitre pour parler un petit peu... en fait, on va les suivre sur presque 2 ans de leur vie. C'est deux cousines. Puis c'est toutes les thématiques du passage de l'adolescence à la vie adulte, avec les grands questionnements, là, les choix de carrière, la définition de son identité, qui on est, tout ça. Donc, même si les protagonistes sont quand même assez jeunes, c'est un roman qui va vraiment être assez universel là, au niveau des âges. Donc, j'ai des lectrices dans la soixantaine qui m'ont dit « Oh mon Dieu, ça m'a ramené à des époques tellement le fun dans ma vie. » J'ai des lectrices adolescentes qui sont comme « Oh wow, on dirait que ça m'amène à ce qui s'en vient, puis tout ça. » Donc, tu sais, j'ai des mamans qui le lisent puis qui disent « Ah, je vais le prêter à ma mère, puis après, je vais le prêter à mon adolescente et tout ça. » Donc, c'est vraiment un grand public et tout ça. Là. Donc, oui, c'est... mon bébé. Super. Puis d'où est venue l'inspiration d'écrire ce roman-là? Bien, en fait, j'ai toujours eu un imaginaire assez débordant. Tu sais, au secondaire, quand on doit faire des productions écrites, il y en a qui sont comme « Oh non, j'y arriverai pas. » Moi, j'arrivais à 30 minutes de la fin, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, il faut que je retranche 300 mots. Là. J'y arriverai juste pas. » là. Donc, c'est sûr que tu sais un petit peu comment ça s'engendre la vie. Hein? Ouais. On rentre au cégep, les emplois étudiants, les petits chums, les amis et tout ça. Là, tu sais, bon, l'université, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait 2-3 travails en même temps. Okay. Tu sais, j'ai fait des voyages humanitaires, je me suis promenée beaucoup. Bon, là, l'université, on rentre sur le marché du travail, toujours des nouveaux projets. Donc, j'avais jamais cet espace-là, tu sais, pour pouvoir dire, OK, là, je m'assois, je prends la peine, je prends le temps et tout ça. Donc, j'avais comme un peu tout le temps mis ça de côté. Puis là, avec la pandémie, vous savez, c'est tout arrivé un peu la même chose. J'avais accumulé quand même beaucoup de fatigue, je te dirais, là, de ces 15 années-là là, à courir tout le temps d'un bord à l'autre. Donc, tu sais, je me suis vraiment ramenée, j'ai recommencé à lire, okay. J'ai pris le temps vraiment de relaxer, de prendre un temps, puis on dirait que toute cette créativité-là, elle est revenue. Okay. Donc, du jour au lendemain, je me suis levée, je me suis assise à mon ordi, et en 1 mois, j'avais écrit un roman de 50 000 mots. Mon Dieu! Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, je me suis levée un matin, puis Café Tao, il était là. OK. Tu sais, il y a des gens qui vont devoir, faire un plan, une structure, ça va être qui mes personnages et tout ça. Moi, je me suis levée, c'était très instinctif, là. De jour en jour, je réfléchissais, la suite de l'histoire, elle était là. J'ai pas eu de syndrome de la page blanche. Il n'y a pas eu non plus de recherche, exemple, de lieu où ça a pris... C'était un roman qui est très, très, comment je pourrais dire,
qui est très, très vie quotidienne, dans le bon sens du terme, là, bien entendu. C'est très accessible. Tu sais, ça nous ressemble beaucoup. Là. Ça ressemble un peu à tout ce que tu sais, tout le monde va traverser cette phase-là, tu sais, le 18-20 ans, puis passer à travers tous ces questionnements-là à un moment ou l'autre de sa vie. Donc, c'est pas quelque chose qui vont partir dans l'espace ou qui vont remonter dans le temps. Ou, tu sais, c'est très humain. Là. Donc, non, ça peut être un roman qui a été beaucoup, tu sais, qui a été difficile à faire des recherches et tout ça. Tu sais, moi, je suis travailleuse sociale de formation, mais je pratique encore. Tu sais, les interactions humaines et tout ça, là, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment mon dada et tout ça. Là. Donc, tu sais, c'est un roman qui est très humain comme ça. Là. Donc, je suis partie un peu de ce que je connaissais. Là. Exact. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, subitement, le 18 octobre dernier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Réal Proulx Jr., demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Caroline Arcan, sa mère, Ginette Proulx, feu Réal Proulx, ses sœurs, Chantal et Madji, Mario Etu, sa belle-mère, Jocelyne Gélina, Gilles Cournoyer, son beau-père, Denis Arcan, ses belles-sœurs, Nathalie Arcan, feu Sophie Arcan, Pascal Dupont, Éric Caisse, sa belle-fille Claudia Hull et son fils Tommy, sa filleule Maude Etu, ses neveux et nièces Éric, Cindy, Guillaume Bolduc, Marjorie et Gabriel, ainsi que plusieurs petits-enfants et autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 13h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 16h. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 21 octobre, à 86 ans, est décédé M. Jean-Jacques Lavallée, fils de feu Édouard Lavallée et de feu Blanche Bourgeot, demeurant à Montréal, mais natif de Berthierville. Lui a précédé Georgette Lavallée, feu Florent Desjardins, Janine Lavallée, feu Jules Dubuc, Gilles Lavallée, José Leport. Le défunt laisse dans le deuil Thérèse Lavallée, feu Paul Paulus, Jacqueline Lavallée, feu Marcel Veillette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier où les funérailles suivront le jour même à 14h. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 octobre, à l'aube de ses 86 ans, est décédé M. Robert Sylvestre, époux de feu Madeleine Destrempe, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, André Sylvestre, Lise Sylvestre, Louise Trudeau, Martin Sylvestre, Dana Murday, ses petits-enfants, Mélissa et Charlène, ses arrière-petites-filles, Léna Rose et Amaya Kim, ses sœurs, Louise et Monique Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 10h à la chapelle du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe, et ce à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noce de feu Robert Tellier et en seconde noce de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard. Ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas. Ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liam. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louise Tellier, Jean-Guy Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 14 novembre
dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo en ce 2 novembre, ce soir, risque d'averse 4 degrés, mais s'il pleut, c'est moins de 1 mm qui est attendu, donc c'est quand même très peu. Cette nuit, cependant, puisqu'il va faire jusqu'à moins 1, la pluie, la faible pluie, pourrait devenir une faible neige pour la première fois de l'année. Possibilité donc de faible neige à 70 %, mais on parle de moins de 1 cm, donc une trace. Au matin, averse de neige isolée, le mercure à moins 1. On parle de moins de 1 cm, donc on pense que ça va quand même partir très, très vite. Mercredi en après-midi, donc demain en après-midi, ensoleillé, avec quelques passages nuageux, le mercure grimpe à 6 degrés. Aucune précipitation n'est prévue. Même chose pour en soirée, puisqu'on parle de passages nuageux seulement. On termine avec une petite nouvelle concernant la campagne de vaccination liée à la COVID-19. Le nouvel horaire pour les sites de vaccination, donc la direction du Centre intégré de la santé et des services sociaux, le CIUS de Lanaudière, informe la population qu'un nouvel horaire est en vigueur depuis le 1er novembre pour les sites de vaccination de Joliette et de Repentigny. C'est selon l'horaire suivant que la clientèle sera accueillie dans les deux sites pour la vaccination contre la COVID-19, mais aussi contre l'influenza. Le lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 15h30, le jeudi et le vendredi de 12h30 à 19h30 et le samedi et le dimanche de 9h30 à 16h30. Rappelons que le vaccin contre la grippe saisonnière est offert sur rendez-vous seulement à la clientèle ciblée. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne via le site www.clicsanté.ca ou par téléphone. Composez le 450-755-3737, 450-755-3737 ou le 1-855-755-3737. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi visiter www.quebec.ca/santé. Les personnes qui désirent recevoir le vaccin contre la COVID-19, que ce soit pour une première ou une deuxième dose donc, peuvent se rendre dans ces sites de vaccination avec ou sans rendez-vous. Donc, on vous invite à consulter le site web du CIUS Lanaudière, www.cis-lanaudière.gouv.qc.ca. La direction régionale remercie les citoyens pour leur collaboration et les invite à suivre la page Facebook du CI3S Lanaudière pour connaître les dernières nouvelles concernant cette organisation. Voilà, c'était votre bulletin d'information, aujourd'hui 2 novembre. Alain Bellemare au pupitre, qui vous remercie d'être des nôtres et qui vous invite demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information. À demain. Bonne fin de journée.